Bienvenue dans Les Briseuses de cycle, le podcast des femmes courageuses qui, comme toi, osent voir la vérité en face pour se guérir et briser le cycle de répétition de la violence familiale. Je suis Naïra, coach thérapeute alchimiste et transformatrice, et je te partage dans ce podcast des clés de vérité pour te permettre à toi aussi des prises de conscience et d'entamer ton merveilleux chemin de guérison et d'élévation. Pourquoi certaines familles restent-elles toxiques, génération après génération après génération? C'est pas du hasard, c'est la répétition des schémas, la loi du silence, la loi du plus fort, la peur du changement, du déséquilibre familial. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi et comment est-ce qu'on peut se libérer de ça. Alors, tout d'abord, la répétition des schémas. Comment ça se fait que une famille, elle garde le même mode de fonctionnement à chaque génération? D'abord parce que bien souvent, malheureusement, un parent qui est toxique, donc un parent narcissique, manipulateur, pervers narcissique, un parent violent, maltraitant, est un parent qui lui-même, bien souvent, a été victime dans l'enfance de parents toxiques, de parents maltraitants, violents, manipulateurs, narcissiques ou pervers narcissiques. Comme Alice Miller le dit dans son livre Le drame de l'enfant doué, en fait, le parent qui n'a pas pu exprimer sa douleur, d'accord, hein, le parent qui n'a pas été protégé étant enfant, qui n'a pas été peut-être même reconnu victime dans son enfance, va reproduire inconsciemment les mêmes comportements sur ses enfants. Même si consciemment, il dit que non, il ne fera pas souffrir ses enfants comme lui, il a souffert, etc. Si, donc ça c'est moi qui le dis, c'est pas dans l'ouvrage d'Alice Miller, mais ça c'est ma théorie, c'est que si il n'a pas été vu dans son enfance comme étant victime, on n'a pas reconnu sa souffrance, sa douleur, que les autres adultes autour de lui, les profs, les maîtresses, les éducateurs, etc., d'autres membres de la famille élargie, les grands-parents, les oncles, les tantes, s'il n'y a pas eu d'adulte protecteur qui lui a dit: oui, moi je vois ta souffrance, je la reconnais, oui, ce que tu vis, c'est pas normal, et qui n'a pas joué son rôle d'adulte protecteur auprès de cet enfant, et que donc cet enfant a vécu et a en survécu en fait, hein, parce que c'est pas de la vie, c'est de la survie, de vivre avec des blessures d'enfance non guéries. Ce qui se passe, c'est qu'il a refoulé pour survivre, il s'est suradapté, il a refoulé cette souffrance, il a refoulé cette violence que le parent ou les parents toxiques lui faisaient subir, il les a niés pour survivre, il a nié sa souffrance, il l'a minimisée peut-être, il s'est dit c'est pas grave, c'est ok, c'est normal, de toute façon, il n'y a pas de place pour que j'exprime ma souffrance, personne n'est là pour l'écouter ou la voir, il a peut-être essayé une fois ou deux d'appeler à l'aide ou au secours, ou par des comportements autodestructeurs, dangereux ou déviants, il a envoyé un SOS, un signal d'alarme que personne n'a su voir ou n'a voulu voir aussi. Eh bien, malheureusement, il s'est suradapté. Et pour se protéger de cette souffrance, il a aussi pu mettre en place une carapace toxique. Petit à petit, lui aussi, de par cette souffrance tellement douloureuse, qui n'a pas été reconnue, prise en charge, accompagnée, guérie par les adultes autour de lui, eh bien, il l'a refoulé à l'intérieur de lui, il a refoulé toutes ses émotions, cette colère, cette peur, cette tristesse qu'il ressentait vis-à-vis de ses parents bourreaux, d'accord, et aussi vis-à-vis des autres adultes qui peut-être voyaient ou ne voyaient pas ou n'avaient pas conscience de sa souffrance, de ce qu'il subissait. Eh bien, toutes ces émotions,
haine, colère, tristesse, peur, terreur. Ok. Tout ça, il les a refoulés à l'intérieur de lui et il a créé des mauvaises croyances, des croyances limitantes. Je n'existe pas, ma souffrance n'est pas assez légitime pour être reconnue, ou peut-être que je me fais des films, peut-être que c'est normal, que c'est comme ça qu'un parent aime, ça doit être la normalité. Et pour se suradapter et survivre, et pour combler ce manque d'amour sain, de protection, de liens affectifs sécures et stables venant de ses parents, pour combler ça, comme on en a déjà parlé dans un autre épisode, avec la jauge qui doit être remplie par les parents et la jauge ensuite qui, quand elle est suffisamment remplie par l'amour des parents, permet de remplir sa propre jauge d'amour propre, ce qui fait qu'on s'aime, ça vient aussi de la base, à la base par l'amour qu'on a reçu ou pas de nos parents. Eh bien, comme il n'a pas eu de jauge remplie par ses parents, il n'a pas pu remplir sa jauge d'amour propre, donc pour survivre et se suradapter, il s'est posé un masque et il a eu tendance à devenir lui aussi une personnalité toxique. D'accord? Il est devenu lui aussi un narcissique, un pervers narcissique, un manipulateur, un contrôleur, un dominant. Et c'est comme ça qu'en fait, de souffrance non guérie en souffrance non guérie, le parent toxique fait vivre la même souffrance qu'il a lui-même vécue, il la fait vivre à son enfant. L'enfant qui n'est pas écouté, reconnu, protégé à ce moment-là, va pour se suradapter, hop, porter le même manteau, si je puis dire, la même carapace, les mêmes masques de narcissique, de pervers narcissique, qui sont en fait à la base des protections qui sont mises en place par le psychisme. Alors, quand je dis des protections, qu'on s'entende bien. Une fois que la personne devient un narcissique, pervers narcissique, elle sort de son rôle de victime et elle devient elle-même bourreau. On parlera lors d'un épisode du triangle de Karpman. Dans les relations toxiques, on peut jouer trois rôles. Soit on est la victime, soit on est le bourreau, soit on est le sauveur. Et dans une même relation, on peut passer d'un rôle à un autre. À des moments, on est la victime, à d'autres moments, on est le bourreau, puis la plupart du temps, on veut être le sauveur, etc. D'accord? Ou tout au long de sa vie, on peut passer par différents rôles en fonction des personnes avec qui on interagit, etc. Donc là, cet enfant qui a été victime, non reconnu, non protégé de ses parents, avait une souffrance telle que pour survivre et que pour peut-être éventuellement éviter de mettre fin à ses jours aussi, hein, ou en fait il avait une souffrance tellement difficile à supporter euh, que il y a à ce moment-là, en fait, quand la souffrance est à un tel niveau extrême, qu'il y a plusieurs voies qui s'ouvrent. Voilà, il y a plusieurs chemins que la victime, elle peut choisir. Soit elle décide que là, c'est trop, elle a touché le fond, elle met en place un mécanisme de résilience et elle cherche tout ce qui est en son pouvoir pour sortir de cette souffrance, pour aller mieux. Et alors, elle va aller taper à toutes les portes là où elle peut avoir de l'aide. Comme moi, par exemple, ça m'est arrivé quand j'avais 15 ans, que je me prenais tellement de coups et de violences psychologiques de la part de l'ex-mari à ma mère. C'était un pervers narcissique qui, en fait, il a mis en place une destruction de mon psychisme et de ma personnalité. C'était tous les jours, mais tous les jours, constamment, tous les jours de votre vie, ce que vous imaginez pendant des années, pendant 10 ans, tous les jours de votre vie, de 6 ans à 16 ans, à l'âge où la personnalité est en train de se développer. D'accord? Que tous les jours on vous dévalorise, on vous rabâche, que vous n'êtes une bonne à rien, que vous finirez seul, obèse, machin, que vous vous habillez comme une PITE. Tous les jours, on vous fait des injustices de traitement entre vous et vos frères. On vous fait sentir comme une sous-M, alors que les autres frères, ce sont des princes qui ont des privilèges auxquels vous n'avez pas le droit. On vous fait porter toute la souffrance, tout le malheur de la famille sur votre dos. Dès qu'il arrive un problème à quelqu'un, même si ça n'a rien à voir avec vous, ça sera toujours de votre faute. Vous comprenez un peu un travail mental d'acharnement psychologique, clairement de la torture psychologique qu'il me faisait vivre, en plus des coups, hein, sans compter les coups, etc. Les cris, il criait tellement qu'il en bavait comme un chien enragé, d'accord? Donc moi, la maltraitance extrême,
au point où tous les jours je voulais mourir, je l'ai vécu, d'accord? Donc je sais ce que c'est, ok. Qu'est-ce qui a fait que je ne suis pas passée à l'acte et je ne me suis pas donné la mort? D'accord? Donc ça, c'est une des voies à suivre, un chemin qui est possible quand la souffrance est telle que on ne peut plus même supporter l'idée de vivre. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas suivi le chemin du S, d'accord? Donc du id, c'est que j'ai eu une rage, cette colère qui m'a permis de survivre, qui a fait que j'ai toqué à toutes les portes pour voir qui peut m'aider à sortir de cette putain de situation, d'accord? Et pour pas crever. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé aux infirmières, à l'infirmière de l'école, si je me rappelle bien. Bref, j'ai trouvé de l'aide et c'est moi-même, du haut de mes 15 ans, qui ai demandé à ce que je sois placée en famille d'accueil pour ma propre survie. Parce que avant ça, j'avais dit à ma génitrice, d'accord, que je considérais à l'époque comme étant ma mère, je lui ai dit que je ne peux plus vivre sous cette maison avec cet homme, d'accord, qui me fait extrêmement souffrir, que je vais finir par mourir si je reste là. Et tout ce qu'elle a trouvé à me dire, c'est je ne veux pas divorcer, quoi. Moi, je reste avec mon mari, tant pis, tu souffres, bah c'est ta vie. Ok, donc étant donné que j'ai vu qu'elle ne pouvait pas me protéger, qu'elle n'était pas en mesure de jouer son rôle de mère protectrice, que tous les jours quand elle rentrait du travail, je lui disais il m'a tapé, il m'a tapé, il m'a tapé. C'était pas des petites claques, hein, d'accord? C'était des vrais coups de poing, c'était des je te prends par les cheveux, je te balance contre le mur, je t'assène de coups de poing, de coups de pied, de tout ce que tu veux. Pourquoi? Bah, juste parce que j'ai dit bonjour de la mauvaise façon, par exemple. Hmm. Ou un jour, juste parce que j'ose appeler une amie au téléphone pour lui demander une information sur les devoirs que j'avais oubliés, un déchaînement de haine, d'accord? Donc, quand tous les jours elle rentrait du travail et que je lui disais qu'il m'a tapé et qu'elle ne faisait rien, et qu'un fameux jour elle m'a dit mais que veux-tu que je fasse? Est-ce que tu veux que je divorce? Comme si elle fait poser la responsabilité de son couple sur les épaules de sa petite fille qui se fait battre par son mari. Donc, c'était clairement un aveu de moi, quoi qu'il arrive, je resterai avec mon mari. Là, je me suis dit, écoute, ma cocotte, ta mère ne peut pas te protéger, ton beau-père veut ta mort, toi, tu es à deux doigts de passer à l'acte, t'as pas envie de passer à l'acte. Qu'est-ce qui te reste à faire? J'ai toqué aux portes. J'ai trouvé une association qui m'a placée en famille d'accueil, du haut de mes 15 ans. Voilà. Donc, je vous raconte tout ça pour vous expliquer. Je te raconte tout ça pour t'expliquer que quand la souffrance arrive à un tel niveau d'extrémité, que tu as plusieurs choix, tu as plusieurs façons de réagir. D'accord? En réalité, ce qui nous fait... Enfin, oui, c'est ça, on a plusieurs façons de réagir. Donc, soit la voie de j'abandonne, je lâche prise et je m'en vais, je me barre d'ici, donc c'est la voie du CID. Soit cette souffrance, j'arrive à alchimiser, à transformer, d'accord? Moi, depuis que je suis née, je suis une alchimiste dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Arriver à alchimiser, à faire de toute cette souffrance, de toute cette haine, de la transformer en pure puissance, d'accord? Elle te donne un moteur et une force pour t'en sortir, d'accord? La force de la survie, la force de la résilience. Moi, c'est ce que j'ai réussi à trouver, Dieu merci, j'ai trouvé ça. J'ai été dans cette famille d'accueil et derrière tout ça, ça a déclenché une suite d'événements très intéressants puisque, étonnamment, 3 mois après ce que je sois partie du domicile familial, ma génitrice a demandé le divorce. Bah oui, forcément. Naïra n'était plus là pour faire tampon dans ce couple dysfonctionnel, d'accord? Le punching ball de son mari n'étant plus là, c'est elle maintenant qui se recevait toute sa haine et sa violence et sa frustration sur elle. J'étais plus là pour prendre les coups à sa place. Et là, madame n'a pas supporté et a demandé le divorce. D'accord? Donc, pour vous expliquer que c'est ça. Ce qui fait premièrement, pourquoi une famille reste toxique par rapport à la répétition des schémas. Ce sont des parents qui n'ont pas été guéris étant enfants, qui vont répéter. Ils n'ont pas fait le travail de guérison, de libération. Ils vont répéter. euh, En fait, des fois, ils ont conscience, hein,
Comme là, l'ex-mari à ma mère, il avait conscience qu'il était malade, que ce qu'il faisait, c'était totalement mauvais. Les pervers narcissiques ont conscience de leur malveillance et du mal qu'ils font autour d'eux. Et ils prennent même un plaisir sadique à faire ce mal, d'accord? Les pervers narcissiques sont dénués d'empathie. Dénués d'empathie, ils sont même sadiques. Donc, ils ne ressentent pas votre douleur. En plus de ça, j'ai envie de te dire, ils en ont rien à faire. Et en plus de ça, ils prennent leur pied en te voyant souffrir, puisqu'ils se nourrissent de ta souffrance. Le pervers narcissique est un vampire énergétique. Plus tu vas souffrir, plus il va prendre du plaisir, plus il va se nourrir, plus lui, il va aller bien. Ok? Le pervers narcissique est à différencier du narcissique. Un narcissique n'est pas forcément pervers. Il ne va pas avoir ce côté justement sadique. Un narcissique, il a une faille narcissique à combler qui vient de son enfance, qui vient d'un trauma qu'il a vécu, qui n'a pas été digéré, guéri, qui vient d'un manque d'affection et d'amour de ses parents, d'un rejet extrême qu'il a ressenti de la part d'un ou des deux parents. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour se protéger et pour survivre face à cette situation, lui, il a choisi le chemin de la répétition. Ok? Donc, pour en revenir à ce que je disais, quand tu vis une souffrance tellement extrême dans l'enfance, premier choix, résilience et je me sauve la peau, ce que j'ai fait. J'ai demandé à être placée en famille d'accueil pour pas mourir. Deuxième choix, j'en peux plus, j'abandonne, je mets fin à mes jours. Troisième choix, je bascule du côté obscur, je décide de plus être une victime, alors je deviens bourreau. Donc je récapitule parce que ce que je te dis, c'est très important. Très, très important. Pour que tu comprennes bien si toi aussi, ça te parle par rapport à ta famille, à tes parents, etc. Ou à des personnes que tu connais. Un enfant qui est dans une situation extrême de souffrance, qui n'est pas vu, entendu, reconnu, protégé par les adultes autour de lui, et se sent nul, inexistant, il a l'impression que sa souffrance, elle vaut rien, que tout le monde s'en fiche, que le monde pourrait bien le laisser crever ici, se faire battre, se faire tout ce que tu veux, il est à un point de souffrance extrême qu'il a envie de mourir. Parce que déjà, pour en arriver à avoir envie de mourir quand tu es enfant, il faut vraiment vivre des choses très difficiles. Donc, premier choix qui va se présenter, il a trois choix cet enfant. Il peut suivre trois chemins qui vont avoir des conséquences totalement différentes. Le premier chemin, le premier chemin, il décide que trop c'est trop. Il décide de suivre la voie de ses bourreaux. Il passe de victime à bourreau. Il se met une protection. Son cœur se referme. Il perd foi en Dieu, en la vie. Il se dit que de toute façon, la vie c'est comme ça, la vie elle est pourrie. Vous me faites du mal, moi aussi. Mais c'est inconscient tout ça, hein. Mais vous me faites du mal, moi aussi je vais me mettre à faire du mal autour de moi pour survivre. Donc il suit la voie de l'ombre. Il passe de victime à bourreau et sa personnalité narcissique, pervers narcissique, se crée à partir de ce moment-là. Ok? Suite à un trauma, un choc, etc., ou à une souffrance non guérie, non entendue, non reconnue par les adultes. Premier choix, je passe de victime à bourreau et je deviens narcissique, pervers narcissique. Deuxième choix, j'en peux plus, j'abandonne, la souffrance est trop dure, je lâche prise, je donne fin à mes jours. Ou, dans la même lignée, je reste une victime, mais dans l'autodestruction. Ça veut dire que je reste vivante, mais je suis une morte vivante en fait. D'accord? Je suis une victime morte vivante. Je vais tomber dans les scarifications, les addictions extrêmes, la toxicomanie, l'alcoolisme, polytoxicomanie, conduite sexuelle dangereuse, hypersexualisation, prostitution. D'accord? Ça, c'est la voie de la victime. Je reste en vie. Donc, c'est soit je me donne la mort, soit je reste en vie, mais je me fais souffrir en fait. Je dirige toute cette souffrance vers moi. Donc, je suis dans l'autodestruction. Ok? Et d'ailleurs, ces personnes-là qui sont dans l'autodestruction suite à des traumas d'enfance non guéris,
à des injustices vécues, etc., peuvent avoir tendance aussi à faire plusieurs TS, plusieurs tentatives de suicide, non abouties. Donc, tu vois, ça prouve bien que c'est dans la même ligne, en fait. C'est des personnes qui ont envie de mourir, soit qui arriveront et ben, qui seront plus là, malheureusement, soit qui essaieront, mais qui resteront en vie, mais mortes à l'intérieur. Ok? Parce qu'elles ont laissé leur petite fille au moment du trauma, elles les ont abandonnées. Tu vois? Elles n'ont pas eu cette force et cette résilience que le troisième choix qu'on a quand on a trop souffert à ce moment-là, de suivre, c'est toute cette souffrance, ok? Et ben je décide de l'alchimiser, de la transformer en rage, que j'utilise comme un carburant pour ma survie. Et je vais toquer à toutes les portes et je vais demander de l'aide partout pour me sortir de là, ok? Et pour survivre. Et donc ça va être les psys, les thérapies, le placement s'il faut partir de cette famille. Voilà, tout cette force en fait, c'est alchimiser cette souffrance pour survivre et ensuite passer de la survie à la vie. Parce qu'on ne veut pas que survivre, on veut vivre vraiment. D'accord? Donc ça, c'est dans le cadre de la répétition des schémas. Ensuite, qu'est-ce qui fait qu'une... qu'est-ce qui fait aussi qu'une famille, elle reste toxique? Il y a aussi la loi du silence. La loi du plus fort aussi, on peut dire. Malheureusement, bien trop souvent, dans des situations de violence intrafamiliale, notamment incestueuses, la loi du silence a été longtemps de mise. Le tabou, d'accord? Bien souvent, malheureusement, encore aujourd'hui, un enfant qui va parler à l'autre parent qui est non agresseur, qui va raconter, qui va révéler aux parents non agresseurs qu'il a été victime de l'autre parent d'inceste, la sidération peut faire que le parent non agresseur euh, va demander à l'enfant de se taire. D'accord. Euh, Voilà, la sidération, mais bon, moi, mon avis, c'est que on peut être sidéré pendant un temps, mais puis après, quand on a une relation saine et qu'on joue réellement son rôle de parent, on finit par protéger son enfant. La sidération peut durer quelques secondes, quelques minutes, voire même quelques jours grand maximum, mais au bout d'un moment, normalement, un parent sain, qui n'a pas lui-même de programmes dysfonctionnels qui ont été enregistrés à l'intérieur de lui depuis son enfance. Un parent protège son enfant quoi qu'il arrive. Même si cela doit se finir par divorcer, perdre la maison, je ne sais quoi, changer de région, changer de pays même. Normalement, la nature nous a créés comme ça pour qu'on ait cet instinct protecteur envers nos enfants. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que, effectivement, une famille reste toxique, c'est la loi du silence. Bah oui, parce que forcément, si on demande à l'enfant de se taire, on lui dit, ok, bon, ok, d'accord, c'est pas grave, je te crois, mais c'est pas grave, on va rester comme ça. Ou on va dire aux parents agresseurs, allez, bon, maintenant tu t'excuses, c'est vrai, tu as fait ça. L'agresseur va dire, ok, excuse-moi, et puis c'est tout. Puis on va le laisser comme ça, et on va continuer à jouer un rôle devant l'extérieur, à donner l'image d'une famille parfaite, que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, behind door closed, derrière les portes closes, personne ne sait ce qui se passe en réalité. Ça, c'est extrêmement violent. C'est d'une violence. Tu sais, c'est une violence sourde. C'est une violence qui fait pas de bruit. La loi du silence. Et tout ça au nom de quoi? En général, les mères qui protègent pas leurs enfants, parce que c'est bien souvent les pères les agresseurs. Soyons honnêtes. Ça arrive aussi qu'il y ait des mères incestueuses. Et statistiquement, il y en a beaucoup moins. Pourquoi ces mères, elles se taisent, elles forcent leur enfant à se taire, à faire comme si de rien n'était? Pourquoi? Au nom de quoi? On peut dire c'est égoïste. Elle veut pas perdre sa situation maritale, tu vois?
Elle est dans son petit confort de couple, elle veut pas perdre tout ça, elle se voit pas être mère célibataire, assumer cette charge seule. Peut-être, ça peut être ça. Mais il y a bien souvent aussi derrière cette peur du qu'en dira-t-on. Parce que complètement absurdement, et moi je le dis, c'est complètement absurde, il y a une loi qui est non explicite et non officielle, mais qui est appliquée partout et pour tous, qui est que, bizarrement, la culpabilité des agressions sexuelles est portée par les victimes et par les proches des victimes, qui sont non agresseurs. Donc quand un enfant a été victime d'inceste, bizarrement, qui porte la culpabilité de cela? L'enfant qui a été victime, il croit que c'est de sa faute si ça lui est arrivé, il croit qu'il l'a mérité, il croit qu'il peut-être il a fait quelque chose qui aurait déclenché ça, d'accord? Ensuite, ceux qui se sentent victimes, c'est l'autre parent qui n'est pas l'agresseur, qui se demande comment est-ce que ça a pu se passer, comment est-ce que ça se fait que elle a rien vu, etc. Et ensuite, c'est en plus de cette culpabilité, il y a la honte. Les victimes et proches de victimes d'agressions sexuelles portent en plus de la culpabilité, ils portent la honte. Mais honte de quoi? Tu vois? Honte que ça se sache. Ça, c'est beaucoup aussi dans les familles. Voilà, dans les familles, moi, c'est parce que je connais culturellement les familles africaines, nord-africaines, euh, à culture arabo-musulmane, la honte. D'accord? On n'en parle pas. On ne parle pas de ces choses-là, c'est la honte. Voilà. Et c'est comme ça que de génération en génération, ça se répète. Cette honte reste du côté des victimes et des proches de victimes. Après, moi, je parle de ces cultures-là, mais j'imagine que la honte est dans toutes les cultures en réalité. Dans toutes les cultures, malheureusement. Alors que celui qui devrait en réalité ressentir honte et culpabilité est celui qui n'en ressent absolument pas, en fait. Voilà. Parce que euh, il y a un transfert, il y a un échange. La victime porte en elle les émotions du bourreau qu'il a ressenti pendant les agressions et qu'il devrait ressentir. En fait, la victime prend tout sur elle. Voilà. Et une troisième raison aussi qui fait qu'une famille toxique reste toxique, c'est en fait, ça lui va bien comme ça. Parce que comment une famille devient toxique? Ça, on en a parlé au dernier épisode. Pourquoi une famille est toxique? Comment est-ce qu'elle devient toxique? C'est qu'à la base, il y a un membre de la famille qui a une personnalité dysfonctionnelle, une personnalité toxique, donc narcissique, pervers narcissique. Ça peut être un enfant, mais bien généralement, pour qu'un enfant devienne narcissique, pervers narcissique, c'est qu'il y a un des deux parents. Donc il y a forcément un des deux parents qui présente cette personnalité dysfonctionnelle. Et lui, son intérêt, en fait, c'est de créer ce système de famille toxique pour pouvoir maintenir son contrôle, sa domination et sa manipulation sur les autres membres. Et on le verra plus tard, c'est comme ça qu'il donne à chacun un rôle. Tu vois? C'est comme si le parent toxique est un metteur en scène, d'accord? Et il contrôle tout son petit monde et il donne à chacun les rôles de chacun, les personnages de chacun. Toi, tu vas jouer tel personnage. Toi, j'ai décidé que tu seras tel. Toi, j'ai décidé que tu joueras tel rôle. Toi, j'ai décidé que tu seras mon chouchou. Toi, tu seras mon mouton noir. Toi, tu seras ci. Toi, tu seras l'enfant invisible. Je vais pas te voir et je vais pas te calculer. Voilà. Donc, c'est ça. Ce qui fait aussi qu'une famille toxique ne change pas, c'est que le parent toxique qui a mis en place ce système n'a aucun intérêt à ce que ça change. Euh, et de toute façon, un pervers narcissique ne guérit jamais. À la limite, si le parent toxique est narcissique, une guérison est possible, mais c'est-à-dire elle ne coûtera pas rien en termes d'investissement, d'aller se voir en face. Ça va être très 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 douloureux au narcissique d'aller se voir en face, de sortir du déni et d'aller voir la souffrance originelle qui a créé euh,
cette, ce dysfonctionnement de personnalité. Donc voilà, pour une question de survie, le parent toxique qui a créé ce système dysfonctionnel à la base n'ira pas, va tout faire pour maintenir ce mode de fonctionnement. Voilà. Donc j'espère que c'était clair. C'était un petit peu brouillon, mais moi c'est comme ça parce que tu vois, j'écris pas à l'avance. J'ai une trame, mais je me laisse guider par le flow et je vois ce qui est dans l'instant. Donc n'hésite pas à réécouter si tu as besoin, prends des notes aussi s'il y a des choses qui te parlent et fais le lien entre ton histoire personnelle et ce que j'ai dit aujourd'hui. Euh, voilà, comme toujours, pour avoir des pistes de guérison, déjà, le premier pas, c'est la prise de conscience. Voilà. Donc, je t'invite à aller voir, toi, en quoi est-ce que cet épisode d'aujourd'hui t'a parlé. Si tu as des souvenirs, des choses qui remontent, note-les. Et dans le prochain épisode, on verra les mécanismes invisibles en place dans une famille toxique, tu vois. Là, on a parlé de... ouais, voilà pourquoi une famille, elle reste toxique. La prochaine fois, on verra comment concrètement, dans le concret, comment est-ce qu'une famille est toxique. Qu'est-ce qui se joue entre les membres de la famille toxique qui fait que cette famille est nocive et dangereuse pour ses membres. D'accord? Donc en attendant, je te dis, fais-toi un câlin parce que tu le mérites. À bientôt!